enregistré et nous allons aussi être en live sur YouTube. Si vous êtes OK ce soir. Go live. C'est parti. Bonsoir tous ceux qui sont avec nous ce soir. Je suis Wana Junku, votre DJ des pratiques agiles qui mixe tout ce que peut vous permettre à être très fier de vos résultats. Et j'ai le plaisir d'avoir initié une initiative dans le cadre du festival Agile 20 Reflect qui célèbre 20 ans de l'écriture du manifeste agile, février 2001, février 2021. Mon initiative, c'est de créer ces dialogues au coin du feu, informels, sur le devenir du leadership agile après 20 ans d'agilité. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir mon amie de la communauté agile française, Alice Barallon, alchimiste d'agilité qui apporte toutes les étincelles du changement pour créer du bonheur dans le business et dans les organisations. Alice, je te laisse te présenter. Merci Wana pour cette super flatteuse introduction. De changement pour créer du bonheur business et dans les organisations. Alice, je te laisse te présenter. J'ai des échos, techniquement parlant, je t'entends répéter ton introduction. Oui, je suis désolée, il y a eu un petit souci avec le live, c'est ça. Ça va aller mieux maintenant. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci de passer cette petite soirée au coin du feu avec moi. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. Donc, je suis Alice Barallon, je suis coach professionnel, coach agile et j'essaye un petit peu de planter des graines pour amener un petit peu d'agilité dans les organisations, beaucoup de valeurs aussi pour moi. Tout ce qui est leadership, intelligence collective sont liés aussi à la personne, en ses croyances, en son énergie, au message qu'elle porte, à son savoir-être, à son savoir-faire. Voilà, donc bienvenue dans le monde merveilleux d'Alice au pays de l'agilité, et puis bienvenue dans mon univers, cet univers un petit peu que j'essaye de construire, et puis d'inviter des personnes qui veulent bien me suivre. Donc merci à vous de passer ces instants avec nous. Je t'entends plus, Anna. Merci Alice pour cette présentation, pour ta présentation et je voudrais rebondir dans ton monde, Alice, au monde de l'agilité. Aujourd'hui, le leadership, qui est un mot qui, à force de nous faire rêver, peut finir par nous agacer. Comment ce mot résonne dans le monde d'Alice ? Alors, quand tu m'as posé cette première question un petit peu à l'avance, je me suis dit, j'aime bien toujours me recentrer un peu sur la théorie, sur qu'est-ce que c'est que le leadership. Alors, pour ceux qui ont envie de suivre, j'ai préparé un petit peu mes idées, des pistes, des réflexions dans un mur. Je le partage ici, si vous voulez le voir. Ça va peut-être un peu partir, mais j'ai mis un petit peu mes pistes de réflexion. Pour moi, la première définition sur qu'est-ce que c'est que le leadership. Le leadership, si on en suit la définition by Wikipédia, c'est un petit peu la capacité d'un individu à influencer, à motiver, à engager, à rendre les autres un petit peu capables de contribuer, de suivre et d'embarquer dans un projet. Je trouve que c'est un petit peu le mot à la mode, comme vous avez l'agilité, tous ces savoir-être, tous ces savoir-faire, tous ces concepts de bienveillance, etc., qui fait qu'il y a un peu tout le monde qui en parle, mais il y a quand même
peu de monde qui sont réellement inspirants, engageants, motivants et qui le font proprement. C'est ce qui fait que je rebondis sur le mot que tu as utilisé, Oana, ce mot un petit peu irritant. Pourquoi? Parce que le leader, s'il est placé du bon côté, entre guillemets, de la pyramide de Dilt, ce concept de leadership, alors je vais partager, hop, je métacommunique, je partage mon mural. Le concept de leadership, en fait, il est aligné avec les vraies valeurs, les valeurs de vision, les valeurs de commitment, les valeurs d'engager, de transformation pour un monde meilleur, les valeurs de mettre sa personne, mettre son énergie en ce sens-ci, des valeurs aussi, à mon sens, de gratuité, de don de soi. J'ai beaucoup aimé en période de Noël, il y a les formations de Noël avec cette espèce de collectif et d'énergie positive qui s'est engagé. Claude Aubry, avec son collectif, avec les copains de Frugagile, ont écrit un très bel article sur le don. Et pour moi, il y a beaucoup cette partie de don de soi, d'acte de gratuité, de faire grandir les autres, de se mettre au service des autres. Et les irritants, c'est quand ce côté de la pyramide de Dilt vire du côté de l'ego. Ça veut dire que le leader met le leadership au service de ses ambitions personnelles et de son ego perso. Ça veut dire la place que j'ai envie d'être, la place que j'ai envie de faire, comment je peux mettre en œuvre ce rôle et cette posture qu'on m'a confiée pour être au service de mon ego, de mon savoir-faire, de mon savoir-être et de ce fait l'impact dans son comportement et dans son environnement. Donc, le mot irritant a rebondi assez fort chez moi parce qu'effectivement, en tant que coach pro, souvent, il y a 90% des problèmes qui sont liés à l'ego. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va aller gratouiller pour faire ressortir ces valeurs personnelles qu'on a envie d'être. Et je rebondis, enfin, pour boucler la boucle, mais à mon sens, le leadership est vraiment associé au don de soi, à l'acte de gratuité, à se mettre au service des autres, que ce soit au niveau personnel de sa famille ou au niveau de son équipe. On se donne aux autres pour leur laisser une place, pour justement pour se décupler, pour grandir et même on les fait grandir vraiment. Il y a ce concept d'altruisme à mon sens qui est assez important. Ego is the enemy. Je vois le petit commentaire. Voilà, donc j'en reviens un petit peu au mural, j'ai un petit peu creusé, cherché, repositionné mes idées. Pour moi, il y a vraiment ce concept de revisiter cette pyramide de Dilt et puis d'être exemplaire et non pas de dire, voilà, moi je suis en haut de ma pyramide et les gars, faites ce que je dis et parce que le fais, c'est souvent assez facile d'avoir plein de grands principes. Un petit peu, c'est les indignés du canapé qui veulent faire des transfos dans une salle de réunion. Et puis, une fois qu'ils se retroussent les manches et puis qu'ils sont dans un contexte de complexité, laissent la patate chaude et puis un petit peu laissent les autres se débrouiller. Donc, montrer par l'exemple. J'en reviens également à tout ce qui est l'importance des concepts de coaching. C'est qu'une fois qu'on est au cœur de son équipe, au cœur du changement, au cœur de ses pratiques agiles, c'est super important à mes yeux d'être accompagné par un coach qui va un petit peu vous renvoyer son propre univers, ses propres limites surtout. Parce que quand on a un petit peu le nez dedans, parfois on ne voit plus qu'on voit plus. On ne voit plus qu'on a viré un petit peu de posture du côté obscur de la force. Et on a un petit peu besoin d'avoir un miroir, là, comme dans Alice, de l'autre côté du miroir, qui va nous renvoyer nos limites, nos libertés, et puis peut-être qui va nous aider aussi à se mettre en mouvement ou à progresser dans sa posture personnelle et puis dans sa posture au niveau de l'équipe. Alice, tu as mentionné à plusieurs reprises la pyramide de Diels. Et pour ceux qui nous écoutent ce soir, est-ce que tu peux la présenter brièvement, comme je ne suis pas sûre que tout le monde la connaît. D'ailleurs, il y a effectivement une question. Est-ce que tu parles de Robert Diels? Je pense que oui. Absolument, celui-là même. Oui. En fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu triché en posant un petit peu les fondamentaux théoriques dans le mural. Alors, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard, je vous invite, je vais repartager le lien. Ça permet d'avoir les éléments théoriques et puis d'aller un peu papillonner pour y rentrer. C'est une pyramide qui a été proposée par Robert Dilt avec différents niveaux de logique et qui sont utilisés par rapport au changement. Donc, en haut, on a la vision
quelle vision, quelle ambition, quelle intention j'ai. C'est un petit peu ce qu'on appelle la North Star, l'étoile du berger, c'est ce qui va guider nos valeurs et rattacher un petit peu toute la motivation où c'est qu'on veut aller. Je vous ai mis, si je descends ici, le détail, la vision, le monde dans lequel je me trouve. C'est Alice au pays de l'agilité, Alice au pays des merveilles. Comment j'ai envie de construire cet univers? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Quand on fait du coaching, ce que j'ai retenu, c'est qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas de réalité. Et j'adore la métaphore d'Alice, c'est quand elle débarque dans le pays imaginaire où elle dit « mais ils sont tous fous ici ». Mais non, ils ne sont pas fous, c'est juste leur univers qui est différent du nôtre. Donc, quand on débarque dans une organisation, c'est intéressant de savoir quelle est la vision, quel est ton sens. Est-ce que tu veux faire du cash ou est-ce que tu veux faire en sorte que tes utilisateurs ils soient heureux et que tes salariés ils soient fiers de ce qu'ils en font. Donc, c'est cette étape un petit peu, cette vision assez abstraite qui fait que on a besoin de cet alignement. Dessous, c'est la mission. C'est comment on va tendre vers cette vision, quelle est notre mission, notre stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour aboutir ensuite à l'identité authentique. C'est ce qu'on a dans le ventre, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est cette authenticité, c'est ce qui est lié à nos facteurs de motivation. La motivation, c'est quoi? C'est ce qui fait que mon mari va se lever à 7h du matin, samedi matin, pour emmener mon fils jouer au hand au fin fond du Pays Basque, alors qu'il adore faire la grasse mat. C'est qu'est-ce qui fait que les gens vont se mettre en mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir envie de changer? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir envie de faire de l'agilité? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire de l'effort? Ils vont se casser la figure, ils vont prendre des risques, ils vont peut-être se mettre en danger. Qu'est-ce qui va les activer? Derrière, c'est nos valeurs. Toujours pareil, nos valeurs nobles. Qu'est-ce que c'est que mes valeurs? C'est la transparence, c'est le courage, c'est l'honnêteté. Donc, quels sont un petit peu mes piliers qui sont indéboulonnables, avec lesquels j'ai grandi et que j'ai absolument pas envie de les voir bouger. Ensuite, j'ai les talents. Quels talents je vais mettre au service de tout ça pour pouvoir activer ces changements? En quoi je contribue à cette pyramide? Quelle petite pierre je vais amener à l'édifice? C'est là qu'on ouvre la porte de l'intelligence collective, puisque un petit peu chacun va amener sa pierre. Et au derrière, l'étape suivante, c'est le champ émotionnel, l'espace, l'ambiance, le contexte dans lequel je me trouve qui va me permettre d'atteindre cette vision, comment je vais bouger le contexte pour arriver vers cette vision. Donc ça, c'est la version un petit peu idéale de cette pyramide, quand l'ego ne met pas son nez au milieu de tout ça, ou quand l'humain ne met pas un petit peu sa face obscure, sa dark side, au milieu de tout ça pour un petit peu transformer tout ça ou rajouter une ou deux couches qu'on n'a pas trop envie de voir quand à la base on est parti d'une bonne intention. Alice, tu as évoqué, aussi c'est ton prénom, donc tu joues sur ton prénom, mais tu as évoqué deux livres qui sont vraiment des livres de chevet pour moi. Les livres d'Alice de Lewis Carroll, Au Pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Et je voulais revenir sur ce que tu avais dit de la réalité et la réalité de nos perceptions. Et comment finalement tu avais dit, et si on travaille avec du coach, on peut avoir cette réalité de l'autre côté du miroir par le regard de ce que le coach peut mettre en place. Et tu as aussi mentionné l'ego. L'ego qui peut éventuellement ne pas accepter, ou c'est difficile. Alors, comment proposes-tu quand on peut accéder au leadership de l'exemplarité, le leadership de don que tu avais évoqué, qui sont des postures très fortes. Donc, comment on peut passer dans un leadership centré égo à un leadership du don? Pour moi, j'y vois derrière tout le travail de lâcher prise. C'est-à-dire que pour avoir conscience qu'on est dans l'ego, il faut le regarder, le confronter. C'est un petit peu les 4 phases de l'apprentissage. Dans un premier temps, tu es inconscient, incompétent, c'est-à-dire que tu es dans l'ego, mais tu ne le sais pas. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Ok, là, je vibre là, pas dans la bonne direction et je suis dans l'ego. Ensuite, d'aller chercher
par rapport aux besoins, qu'est-ce qui fait que je suis dans l'ego et qu'est-ce que je cherche à protéger. Donc, on en a un petit peu discuté en ouverture, je ramène le sujet sur la table, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'ego? Bah, parfois, il y a la peur. Il y a tout un tas de peurs qui font que, voilà, on se forge cette espèce de carapace, de protection, hein. J'ai une copine qui me parlait de son armure. J'ai mon armure, hop, 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 j'ai ma posture de manager ou de leader, parce que leader, c'est vachement plus classe. Derrière, j'ai mes objectifs, j'ai mes indicateurs de succès, j'ai toute la pression qui tourne derrière. Donc, la carapace, elle va bien. Et puis derrière, je me trouve des excuses pour planquer mes valeurs, mon éthique et ma déonto derrière tout ça. Donc, l'étape 1, c'est d'en prendre conscience. Je suis conscient que. Et étape 2, c'est peut-être se faire accompagner pour avoir un miroir de ses propres limites et se rendre compte qu'effectivement, j'en reviens au jardin imaginaire, mais peut-être se renvoyer sa propre réalité en disant mon univers, il est tel quel, mes relations, elles sont celles-ci. Et effectivement, des moments quand j'accuse l'autre de, peut-être qu'en fait, en me renvoyant ma propre image, je me rends compte que c'est peut-être mes comportements ou mes actions ou mes interactions qui génèrent les comportements des autres. Donc, en ce sens, moi, j'ai mis le petit doigt dans le monde du coaching, mais ça m'aide beaucoup. Se faire accompagner, se faire mentorer, se faire co-viser pour un petit peu prendre conscience de ses limites. Lâcher prise aussi, accepter l'erreur, accepter de se planter, accepter ses limites pour pouvoir derrière se développer sa posture et puis poser la carapace quoi, vis-à-vis de l'ego. Tu parles, Alice, d'accepter ses limites. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut accepter ses limites? Parce que ça peut Peut-être les être dur. confronter, leur faire face, les regarder. Tu sais, la première action est regarder le grand vide en disant: «Waouh, j'ai le vertige». Mais oui, c'est mes propres limites, elles me font peur, on en revient à la peur. Les regarder, leur faire face, les confronter, avoir le courage on s'approche au pied du vide, il va falloir passer le cap, hein, passer de l'autre côté vers cette personne qu'on a envie de devenir. C'est un effort, c'est une ascension, c'est un chemin de vie. On a le quotidien qui nous rattrape, qui fait que des moments, on va se replanquer vers nos vieilles histoires, hein, nos histoires personnelles, nos angles morts qu'on n'a pas trop envie d'aller visiter parce qu'ils sont très bien où ils sont, quoi. Les cadavres dans les placards ou toutes nos histoires personnelles, relationnelles qu'on a planquées, puis on se trouve des excuses, hein. On est champion du monde de la narration. L'humain est le seul animal au sens large, qui se raconte des histoires dans sa tête. Donc, quand il y a des trucs où on vibre, où on n'est pas trop à l'aise avec nous-mêmes, on va s'inventer des histoires pour se rassurer ou pour justifier son comportement. Et le coaching est intéressant parce qu'il fait face à son comportement. Et puis, par l'effet miroir, tu te le prends par la tête en disant waouh, en fait, la jolie personne que je pensais avec toutes les valeurs que je dis, finalement, quand je les regarde, je me rends compte que peut-être je suis passée de l'autre côté de la pyramide et puis que l'ego a pris le dessus dans la gouvernance, quoi. Donc, ça aide un petit peu à nettoyer ses lunettes, à en prendre conscience pour essayer de grandir. Merci Alice, c'est important, je trouve extraordinairement important ce que tu dis sur la prise de conscience et nettoyer ses lunettes. Et la question qui me vient, c'est quelle est la motivation initiale? Parce que accéder à son leadership, c'est un voyage. Moi, je suis très liée, tu parles narration, au voyage héroïque Oui, qui absolument. n'est pas simple. Euh, Qu'est-ce que tu as observé pour toi en étant la motivation initiale en disant, allez, je vais vraiment me regarder un miroir et accepter l'image que je n'aime peut-être pas Mm. au début. Alors je rejoins là-dessus, c'est, tu vois, le fait du coaching pro ou du professional agile, en fait, d'aller là-dedans, en fait, c'est un learning journey ou un learning path. Donc, je reprends tes mots parce que c'est super important pour moi. C'est un chemin de développement professionnel. Qu'est-ce qui a fait que j'ai envie d'aller là? Encore une fois, bonjour l'ego. L'envie d'être parfaite, tu sais, les injonctions, sois bien, sois parfaite. En plus, je suis une nana, donc on va mettre les deux pieds dans le plat. On travaille dans un monde masculin, que tu le veuilles ou pas. Je suis issue du monde de l'IT, j'étais chef de projet. Et mon ancien collègue, j'ai bossé à Vancouver, mon ancien collègue me disait: Alice, tu as 3 défauts. T'es une fille, t'es blonde et tu mesures 1,58 m. Donc, j'ai le tiercé dans l'ordre. Donc, derrière, de ce fait, tu as ton petit bonhomme égo avec ta grosse carapace de protection qui fait que sois parfaite. L'injonction soit parfaite, elle cogne à ta porte.
Et il y a une volonté aussi justement de nettoyer ses lunettes. Et puis, quand tu accompagnes les autres, pour ne pas justement leur renvoyer tes propres défauts, tu es obligé d'aller les visiter pour leur faire face à tes propres peurs, parce que sinon tu vois pas celles de l'autre. Si te renvoie par miroir ses propres peurs qui sont les mêmes que chez toi, tu vois pas où il y a un problème, vu que chez toi il n'y a pas de problème. Normal. Voilà. Donc, tu accompagnes les autres, tu es obligé justement d'inspecter à titre personnel, tu vois, inspect and adapt, on revient dans l'agilité, de faire de l'introspection pour pouvoir accompagner l'autre dans son chemin personnel. Si je comprends bien ton propos, Alice, c'est important en tant qu'accompagnateur sur le chemin du leadership, c'est de développer ton propre leadership. Ouais. C'est Pour être... pouvoir développer l'autre, et ouais, je pense que pour être en capacité de développer l'autre, tu es obligé de te développer toi-même. Pour être en capacité de coacher l'autre, il faut avoir accepté de s'être fait coacher. Pour connaître un peu les passages, il y a aussi une part d'humilité. C'est que c'est vachement facile de dire aux autres fais ci, fais ça. Puis quand tu as pris ton sac à dos, tes chaussures et que tu es parti à l'aventure, tu te rends compte que finalement le chemin est long, sinueux, fatigant, qu'il y a des embûches. Tandis que quand tu les as visités toi-même, c'est un peu plus facile en toute humilité d'accompagner l'autre plutôt que d'être au sommet de ta pyramide de Dilt en lui disant fais ci, fais ça, etc. Et de ne pas redescendre dans le bas au niveau de l'environnement. Donc à mes yeux, c'est super important. Et tu avais... tu as évoqué ta position de femme, enfin, c'est important et ça m'a touchée, bien sûr. Je pense que toutes les femmes qui sont ici peut-être résonnent avec ça, comme tu dis, soit parfaite et aussi quelque chose qu'on avait entendu. Pour être reconnu, il faut être 20 fois meilleur que l'homme. Donc, du coup, c'est aussi une façon de renforcer l'ego en tant que femme. Mais ma question était, et le leadership féminin, ou qu'est-ce qui apporte le féminin dans le leadership aujourd'hui? Alors là, c'est un avis assumé. Alors, en toute neutralité, j'aurais tendance à te dire que le leadership n'est pas genré. Mhm. En tant qu'Alice, je trouve que l'ego est plus fort chez certains hommes et ma posture, par observation, fait que de moments, j'ai l'impression de me trouver dans un champ de combat de coq avec des combats de qui tuera la plus grosse pour la jouer crûment. Avec des histoires d'ego, etc., des trucs délirants. Et il me semble que la posture féminine fait qu'on a un petit peu moins d'ego à cause de ce que tu viens d'évoquer. Souvent, le syndrome de l'imposteur est notre meilleur ami. Qui fait qu'on ne rentre pas dans ce genre de jeu au sens analyse transactionnelle et qui fait que voilà, c'est un petit peu différent. À mon sens, c'est deux styles de leadership. Alors évidemment, ce n'est pas forcément lié au genre, c'est lié aussi à la personnalité, à la façon de concevoir les choses, à l'ego également, à comment on a envie de se positionner dans ce jeu, sur ce terrain-là, si on a envie de prendre du recul, si justement les émotions et l'affect fait qu'on rentre dans le jeu. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui influence. Merci beaucoup, Alice. J'ai envie de rebondir en fait sur le leadership féminin parce que je pense que tu es très très juste. Le leadership n'est pas genré. Maintenant, dans la culture, et je pense que ce n'est pas que la culture de l'ouest de l'Europe, mais dans toutes les cultures, il y a de qualités qu'on appelle féminine et masculine, enfin, dans le féminin sain et le masculin sain. Et qu'on peut, justement, dans la culture de l'extrême-orient chinois, c'est le yin-yang. Dans la culture indienne, c'est du Shiva Shakti. Mais ce sont deux postures un peu différentes qui se complètent pour créer un entier. Et je rebondis plutôt avec la question dans ce sens-là. Quelle qualité féminine, qu'on soit un homme ou une femme, on devrait avoir pour être un leader aujourd'hui, un leader Alors, je vais rentrer un petit biais, c'est-à-dire qu'elle, je vais considérer que tu l'as mis au pluriel. Je te dirais l'humilité.
être très humble, se regarder, accepter ses failles, ses faiblesses. L'exemplarité, tu as tes 2 piliers éthiques, déontaux et surtout tu rentres dans ce cadre. Moi, c'est ce cadre qui me protège et qui me préserve. Tu sais, on parle de la maison du Scrum avec les piliers. Oui. Pareil, il faut pas, enfin, ils sont indéboulonnables, sinon tu as cette espèce de dissonance qui fait que tu es pas aligné avec toi-même. Donc voilà, humilité, exemplarité, heu, courage. Tu sais, on est dans de la conduite au changement. Là, on va ouvrir une porte des changements, c'est-à-dire que, voilà, tu rentres dans le monde on voudrait bien changer, mais faire en sorte que les autres changent, parce que moi, je me remets pas en question, vu que j'ai pas envie de visiter mes angles morts. Donc le courage un petit peu de mettre les pieds dans le les plats, le courage de la confrontation, le courage, ben, de faire bouger les choses, le courage d'aller vers de l'incertitude, le courage aussi d'accepter cette incertitude. Parce que c'est hyper confortable, en fait, d'avoir juste le sentiment de tout maîtriser, hein. Moi, la première, j'ai fait mes études, j'ai fait un master de gestion de projet en informatique. 2003, qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend que tu maîtrises Gantt, tu maîtrises le pack office, tu es le roi du pétrole, quoi. Seulement, tu te retrouves avec toute ta jeunesse, toute ta fougue, balancée dans le monde du travail et puis c'est le 4-4 agile que tu vis avec la gestion des émotions, la gestion des personnes et puis tu découvres qu'en fait, tes problèmes, ils sont pas technologiques, ils sont juste humains. Et voilà, donc il y a une part de lâcher prise aussi. La part de lâcher prise, moi, elle arrivait assez tardivement, quand j'ai découvert que le Gantt ne faisait pas la gestion de projet, la gestion de projet et puis que c'était plutôt de la gestion d'humain. C'est ce qui a fait que j'ai fait derrière un 2e master en coaching et développement professionnel parce que je me rendais compte qu'en fait, le changement, c'est pas, technologique, c'est vraiment plutôt sociologique. C'est comment on embarque et on en revient au 1er sujet, le leadership, cette vision, cet engagement, mobiliser la motivation, aligner cette somme d'individus qui ont chacun leur objectif personnel et leur ego, et essayer de les faire converger vers justement ces valeurs, cette aspiration et ce fondement, ce fondement. Et on en revient justement sur l'altruisme, sur cette conception de don, de bien commun, de collectivité, d'intelligence collective au service justement des valeurs qui sont communes et partagées. Alice, c'est tellement inspirant ce que tu dis. J'ai à peu près 4 questions qui se battent dans ma tête et j'essaye de voir quelle te poser en priorité. Et pour rester encore une minute dans l'idée du féminin masculin, tu as parlé du courage comme qualité féminine. On a aussi l'idée du courage masculin. Est-ce qu'il y a une différence? Ou bien, autrement dit, c'est quoi le courage d'un leader? Le Cool. vrai courage, oui. Le courage, il est spirituel. Tu vois, j'en reviens puisque le mot-clé, c'est agile. Aux 5 valeurs Scrum, focus, ouverture, respect, courage, engagement. C'est ce qui pilote tout, quoi. Et le courage, pour moi, j'y vois vraiment un côté spirituel. Le courage, d'aller peut-être à contre-courant. Il y a un petit peu une pensée unique, on ne va pas rentrer dans de la politique, mais il y a une pensée unique qui est la pensée économique, au détriment de la société, des humains, de l'écologie. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage d'être à contre-courant, de remonter l'autoroute à l'envers, d'affirmer ses pensées, de les porter, de les expliquer. Il y a le courage, de changer. C'est vachement plus confortable de suivre le mouvement, de ne pas se remettre en question, d'être dans le déni. Le courage, de porter un sujet, le courage de se planter, le courage, d'avouer, tout ça. Donc le courage, ouais, pour moi, il est vraiment très, très large et il est vraiment lié à la personnalité du leader, quoi. Le courage aussi de porter les autres, le courage de passer derrière, le courage, de porter son sujet quand on s'est planté, d'aller le défendre. Voilà, ouais, pour moi, il est très large ce courage-là. Oui, ouais, ce que tu me dis m'évoque ce que j'adore dire, c'est le courage de faire confiance. Aussi. Ah oui, alors là, tu ouvres une 2e porte qui commence dans sa vie personnelle.
Les équipes auto-organisées, la confiance, tout ça, donc en tant que coach agile, tu les connais, tu les prêches, puis tu arrives à la maison, tu passes la clé, et puis maman, je peux aller au city avec les copains, et puis là, tu as un strike dans tous tes piliers. Tu dis alors, avec qui? Le numéro de sa mère, son père, le job du père, là, tu fais tes devoirs, machin, avec qui tu traînes, etc. Donc là, pareil, bloum, 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 effet miroir, covision, supervision, jusqu'où je lâche, comment je délègue, comment faire en sorte que, comme tu dis, le courage de lâcher prise, le courage de déléguer sa confiance. Pour moi, la confiance, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et tout ça sont liés justement à toutes ces valeurs de fonctionnement d'équipe. Ton exemple qui est vraiment très important et structurant sur le comportement dans le monde professionnel et l'auto-organisation des équipes, et puis tu arrives à la maison et puis il faut absolument que tu contrôles et les devoirs et les études qu'ils vont faire, qui doivent être conformes avec ton idée de ce que c'est le succès, etc., m'amène sur l'idée de l'alignement dans le leadership. Qu'est-ce que ça t'inspire, l'idée de l'alignement? Comment, dans le leadership, on peut développer cet alignement? Je dirais, tu vois, par rapport à la vision. Faire aligner les autres, comme tu l'as dit, hein, on a chacun ses objectifs, hein. Toi, en tant que parent, bah, tu veux, soit parfait, donc double strike sur l'injonction. Fait les meilleures études et le meilleur job de la création, sauf que son job, à ce jour, il n'existe pas. Et puis, conflit de génération, confrontation, c'est son univers, c'est son choix, et cetera. Donc comment aligner, toi, tes objectifs avec les objectifs de ton équipe? Il y en a, ils sont là, pour aller chercher un chèque. Il y en a d'autres, ils sont là pour se développer. Il y en a d'autres qui sont là pour s'éclater technologiquement. À la maison, c'est pareil. Pour moi, la notion de leader, elle est très forte en ce sens où ça rejoint, un DILT, les fameux, quelles valeurs on a, quelle cause commune on fait et comment on va sauver le monde. Enfin, moi, je suis assez dans cette optique un petit peu, comment on va faire ce matin pour sauver le monde? Quand je coach des PO, des product owners, je leur dis: «Bah, vous êtes des super-héros et à super-héros, à super-pouvoir, super-responsabilité». Donc en ce sens, le leader, il aligne tout le monde si, il réussit à aligner tous les besoins. Les besoins, ils ne sont pas nombreux, hein. Les besoins primaires des individus, c'est être aimé, être reconnu, être apprécié. Plus derrière, ce qu'on a parlé, en matière de sous-jacente, qu'est-ce qui fait, quelles sont les valeurs, les piliers de chacun. Donc si on arrive à aligner ces valeurs et ces piliers, on peut arriver à converger vers des causes communes. C'est ce que tu dis sur la reconnaissance des besoins, et comme tu dis, ces besoins sont des besoins essentiels que tous les humains ont. Donc, je pense que c'est important, donc je vais les répéter: être aimé, être reconnu. Oui. Et moi, j'ajouterais le besoin d'appartenir. Ah, exactement. Ah, exactement. Appartenir à un groupe, on en rejoint aux valeurs, hein. Oui, ouais. Tu défends une cause, tu défends un super pouvoir, souvent tu milites pour, hein, toute l'énergie, toute la motivation, toute cette conviction, tout ce discours qui t'aligne, c'est parce que c'est lié à ta North Star, à ton étoile filante, à tout ça, quoi. Et c'est pour ça aussi que parfois, tu as des discussions qui sont animées, parce que chacun défend ses causes qui, à ses yeux, lui paraissent justes. Voilà, donc intérêt justement, de mettre à plat les causes de chacun, parce que là, tu peux avoir des conflits, si tu as 2 causes qui ne sont pas alignées avec 2 personnes qui sont convaincues qu'elles sont toutes dans le bon droit et dans le bon chemin. Oui, c'est très important ce que vous dites, l'alignement si tu me diras, j'essaie de faire une synthèse de tes propos sur l'alignement. Il y a un alignement avec soi en tant que leader et œuvrer au service d'alignement commun. Exactement, exactement. Qui m'a- C'est-à-dire Oui. non, vas-y, je t'en prie, c'est-à-dire tu portes, l'étoile du berger, le cap, la direction
et puis le cadre aussi, hein, parce que tu travailles dans une organisation. Souvent, en tant que leader, tu es salarié d'eux, donc tu as le cadre. Et puis derrière, ben, laisser cette auto-organisation, cette délégation, comme on vient de parler, de pouvoir, de confiance, pour faire en sorte que tout le monde s'aligne sur les valeurs que tu portes. Ce qui m'amène à une question que j'avais envie de te poser avant de passer aux questions-réponses de ceux qui sont avec nous ce soir. Euh, tu avais pas évoqué aussi dans ton parcours la- ton rôle de facilitateur d'intelligence collective. Et l'intelligence collective et le leadership, comment vont-elles ensemble pour toi? Pour moi, elles sont liées. Elles sont complètement liées. Elles sont alignées, dans les 2 sens. Tu peux pas être leader sans intelligence collective, sinon tu es dictateur. Je suis un peu brute, hein, je prends un peu les extrêmes. Mais en tant que leader, tu vas montrer, la direction, le cap, la destination, puis essayer d'aligner justement les planètes dont on vient de parler. Et derrière, bah, tu confies aux autres le soin d'arriver à ces objectifs. Tu poses ton cadre sécurisé et sécurisant pour faire en sorte que les autres créent, innovent, phosphorent pour t'amener justement vers cette ambition, ce produit, cette solution, qui est commune et partagée. On est vraiment dans des changements de paradigme, hein, et c'est en ce sens où parfois dans les organisations ça frotte, parce que tu as ce que j'appelle du management legacy pour faire l'analogie avec du code legacy. Tu as des managers qui sont un petit peu formatés à la vieille école en mode command and control, c'est-à-dire, je te nourris à la petite cuillère et je te dis qui fait quoi. Ou derrière, tu oublies tous les alignements des planètes. Tu rentres dans du taylorisme et dans du fordisme, hein, vis-à-vis avec une relation d'exécutant. Tu poses ton cerveau, tu poses ta créa ici sur le paillasson, tu exécutes tes tâches, tu dépiles tes post-it dans Jira, pour faire l'analogie avec le monde de l'agilité. Et derrière, bah, tu récupères ton cerveau et puis tu t'engages dans toutes les associations ou dans tous les trucs, super bien, qui sont disponibles. Et l'intelligence collective, eh bien, en fait, on est dans un monde complexe, on est dans un monde incertain, on est dans un monde qui bouge. Donc, on ne peut pas confronter bah, cette complexité, ces difficultés sans intelligence collective. Donc, pour moi, le leader, je reprends tes mots de facilitateur, tu es responsable d'un processus. Tu es responsable du cadre sécurisé, tu es responsable que ton équipe se casse pas la figure, se mette pas en danger. Tu es responsable de les développer justement, de faire en sorte qu'ils grandissent. Tu es responsable de la vision aussi, qu'elle soit claire, nette, transparente, alignée, puis que ça parte pas dans tous les sens tous les 4 matins. Et derrière, tu es responsable de savoir lâcher prise et leur déléguer pour que derrière, bah, ils mettent en puissance, ils mettent en mouvement, ils mettent en musique, heu, toute leur énergie, toute leur créativité, tout leur savoir pour faire émerger justement cette intelligence collective. Merci beaucoup, Alice. J'ai quand même envie de te poser une dernière question, mais c'est vraiment une dernière. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de leadership par la vulnérabilité. Et je voulais te poser la question, tu nous as parlé de ton parcours de manager et qui à un moment donné a changé pour devenir aujourd'hui plus dans la posture de leadership au service par au don. Avant, c'était le Gantt et le management. En général, on change quand il y a un moment de crise. Oui. Serais-tu d'accord de nous partager quel était ton moment de crise qui a fait changer le cap? Là, on entre dans l'intime et dans le personnel, mais moi, j'ai un problème avec, dompter la stabilité. Mhm. C'est-à-dire que genre, quand je rentre dans un système de stabilité, je me mets en danger toute seule. C'est ce qui fait que j'ai des cycles, j'itère avec moi-même dans ma vie, je rentre dans des cycles qui font que voilà, j'ai besoin de me remettre en danger, sous-entendu de me redévelopper, de me remettre en question, de grandir et cetera. Qu'est-ce qui a fait que je changeais de cap? C'est, bah, une confrontation dans ma vie qui a fait qu'il y avait un désalignement des planètes entre ce que je faisais de ma vie, l'impression d'être dans un système, qui est devenu fou. La crise aussi, tu sais, les bullshit jobs, qui fait que tu te lèves le matin, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais de ma vie là? À quoi je sers? Je remplis des fichiers Excel pour faire de la prédiction qui se passe pas». Je vous invite à voir, Frédéric,
qui a une conférence là-dessus qui a résonné assez fort. Au niveau personnel et familial, c'est pour ça que je vous dis, on est dans l'intimité. Ma mère est instite, mon père est infirmier. Pour moi, c'est des métiers qui servent dans la vie. Puis moi, je me dis, à quoi tu sers, quoi? Tu remplis des fichiers Excel, tu es devenu expert du pack office, quoi. Voilà, donc ça a résonné assez fort et c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu basculé. Et puis, en fait, l'agilité est venue me trouver, plus que je suis allée la chercher parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, à quoi ça servait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça résonnait très, très fort vis-à-vis de mes valeurs perso et vis-à-vis de mon alignement. Et c'est ce cheminement qui m'a amené aujourd'hui à être un petit peu ce que je suis. Puis peut-être que je vais changer, je vais aller vers d'autres chemins, en fait. C'est l'histoire du chapelier dans Alice au Pays des Merveilles, où Alice, elle rencontre le chat du Cheshire et qu'elle lui dit quel chemin je dois prendre pour. Il lui dit ça dépend, c'est à toi de choisir le chemin que tu as envie de prendre. Donc je pense que tu es acteur de ta vie et c'est toi qui pilote ta vie en disant qu'est-ce que j'ai envie de développer, en quoi j'ai envie de grandir, quoi. Merci beaucoup Alice d'avoir partagé ce moment personnel avec toi. Et j'ai envie de saluer tes parents comme exemple de leadership au don des autres, enfin au service des autres, enseignants et infirmiers, très très important. Je propose maintenant de prendre vos questions. Il y a déjà une question de Loïse qui l'a écrit dans le chat et je vais me permettre de la lire. Et puis de Loïse, si tu veux venir sur l'avant de la scène et puis la poser toi-même, tu peux faire signe. Voilà, en tout cas, Loïse écrit, à mon sens, vous décrivez ce que je comprends par la définition du servant leader. Donc, Louise, est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans ta question? Non, c'était pas tellement une question, c'était juste pour partager et vérifier que je comprenais bien votre propos sur les postures du leader. Et effectivement, en commençant par la vulnérabilité, offrir le cadre, je pense que effectivement, moi j'appelle ça du servant leadership. Certains n'aiment pas. Moi, je trouve bien l'image de se mettre au service des autres, de son équipe, que c'est l'équipe qui doit grandir finalement, et pas forcément remplir notre agenda, mais justement à nous, en tant que leader, de remplir l'agenda de l'équipe. Absolument. Il y a une citation dans le monde du coaching qui dit donne-lui un poisson, tu le nourris un jour, et apprends-lui à pêcher, tu le nourris toute sa vie. Je suis alignée avec ça, avec ce principe, effectivement, de se mettre au service des autres. Et juste avant, vous parliez aussi des besoins, enfin, je pense que c'était lié aux besoins intrinsèques, et moi, ça me résonne comme la pyramide de Maslow, des choses comme ça, de laquelle je reviens un peu parce que je la trouve pertinente, et ce qui est pas étonnant parce que c'est quand même relativement vieux, mais quelque chose qui est un peu plus récent, pas beaucoup plus récent, c'est les 5 dysfonctions de Lencioni, enfin d'une équipe de Lencioni. Et moi, je m'appuie beaucoup plus sur ce modèle-là désormais, qui est tout à fait aussi compatible, je trouve, avec ces notions d'intelligence collective et du servant leadership, comme étant un écosystème de l'ensemble. Tout à fait. Merci Loïse Merci pour absolument. tes contributions. En effet, les 5 dysfonctionnements de Lencioni, un super modèle. D'ailleurs, en parenthèse, si vous connaissez EduScrum, Scrum pour les écoles, c'est un des inspirations de Willy qui a défini EduScrum, c'est Scrum, et l'autre, sont les 5 dysfonctionnements de Lencioni. Alors, il y a une autre question qui est dans le chat de Patrick. Donc, Patrick, pareil, si tu veux venir sur l'avant de la scène, sinon je la lis, mais si tu veux venir, tu me fais signe. J'enlève mon cache. Voilà. Salut Alice. Tu peux poser directement ta question. Alice, tu as fait une formation de coach professionnel, donc je voulais savoir en fait qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique de coach agile? Tout.
Alors, ça a été mon premier Bellara en termes de surf. Tu sais, Bellara, c'est une vague, je suis en Pays Basque, c'est une vague qui est réputée pour faire 2 mètres de haut. Je me la suis prise en pleine face. Tout. Mon sujet de mémoire était, peut-on dire que le coach agile est un coach ? Ça change tout. Et je te dis, ça change ton parcours de vie, ça change ta conception au monde, ça change ta conception dans l'éducation, dans la mesure où tu vois un petit peu le monde différemment. Et je remercie franchement, j'ai galéré, j'ai mis le premier pas dans le monde du développement professionnel et personnel. J'ai un long chemin qui m'attend, j'ai plein de portes. En fait, on ouvre la boîte de Pandore. Et c'est ce qui permet justement d'enclencher un petit peu ce qu'on appelle plus des transitions un peu plus profondes. Là, on ouvre les portes sur les changements type 1 et changements type 2 dans la systémie. Mais avant, j'étais un peu dans le monde, voilà, tu déroules Scrum by the book, c'est fastoche, tu déroules des événements, des post-it, des outils, et puis hasta la vista baby. Et maintenant, je me rends compte, en fait, tout ça, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on vient de discuter, cette valeur, cette vision. Connaître l'autre, connaître un petit peu comment il va réagir, comment tu peux le faire bouger, puisque le coaching, c'est l'accompagnement d'une personne d'un état A vers un état B avec un objectif de changement, et découvrir que l'autre, tu ne peux pas le faire bouger s'il n'a pas envie de bouger. Toute la difficulté, toute la complexité de cet univers-là, dans la mesure où tu as plusieurs casquettes. Tu as ta casquette de consultant où tu es payé pour, ta casquette de facilitateur, ta casquette de coach, et d'essayer de jongler d'une posture à l'autre pour essayer d'embarquer l'équipe en jouant justement sur toutes tes postures et tes outils de coach sans aller vers justement de l'induction ou les faire rentrer dans un endroit où ils n'ont pas envie d'aller. Ok, merci. Merci Patrick, si c'est bon. Merci Patrick, ouais, merci beaucoup. Une autre question de Salim. Donc pareil, Salim, si tu veux venir sur devant de la scène et la poser. Coucou. Hello. Hello. Salut tout le monde. Déjà, je voudrais remercier Alice parce que franchement, j'ai adoré. Je me suis régalé à chaque phrase, chaque mot que tu as prononcé, etc. Et Wana aussi pour les questions, les réponses que tu as, les questions que tu as posées à Alice. Je trouvais que c'était bien rythmé tout ça. Donc, merci à vous deux. Alice, moi, en fait, juste pour me présenter, donc je suis coach agile. Donc moi, je connais bien Scrum, Kanban, blablabla. Et là, moi aussi, j'ai décidé de me certifier, en fait, de faire une certification de coach professionnel. Et suite à ça, en fait, je me demandais est-ce que toi, ça a été difficile de jongler d'une posture à une autre? Voilà, si tu as des petits tips à me filer ou des petites choses comme ça. Alors oui, c'est difficile et c'est encore difficile et je pense que ce sera toujours difficile, d'où l'intérêt de la supervision. C'est que des moments, en tant que coach, tu n'arrives pas à faire bouger l'autre et tu es payé pour, tu as ton contrat de coaching avec son objectif. L'autre, il vient te voir en disant aide-moi à, et tu sens que ça ne bouge pas et tu sens que tu n'arrives pas à le faire bouger ou tu arrives à le faire bouger juste en superficie, changement petit point, et non pas inscrire le changement dans la durée, dans la pérennité. Et est-ce que je peux te donner des tips? Je te dirais non, parce que tu vas me sortir tous les Scrum Bots qui sont en ta possession. C'est comme si je te disais, Decathlon, achète cette paire de pompes, c'est la meilleure. Et tu vas me dire, non, mais tu comprends, avec la forme de mon pied, toi, tu es une fille, tu mesures 1m58, moi, je suis un gars, je suis un 80, nanani, nanana. Donc, essaye, inspect and adapt. Essaye-les tous, casse-toi la figure, vois celui qui te convient le mieux. Moi, je travaille beaucoup au feeling, t'essayes un truc, tu vois si ça résonne chez toi, si ça marche, et hop, si ça marche, on continue, keep learning. Et essaye-en un max, parce que plus tu es outillé, plus tu as des choses. Tu vois, souvent, quand tu es dans une équipe, évidemment, le non prédictif, ça ne marche pas. Je pense qu'on est absolument d'accord avec ça. Tu prévois ton plan, hop, et puis tu inspectes et t'adaptes. Donc, souvent, tu arrives les deux mains dans les poches, mais les poches pleines. Tu as ton objectif et puis tu vas dégainer un petit peu ce qui te semble le plus approprié en fonction du diagnostic que tu as posé. Et puis, si jamais ce qui te semble le plus approprié ne bouge pas, tu vas essayer de sortir autre chose. Et puis, les outils, les techniques, les pratiques peuvent être les bons dans une situation et puis être ne pas appropriés dans une autre. Donc, voilà, le conseil, c'est enrichis-toi un maximum et vois ce qui, toi, fonctionne avec toi et avec les gens avec qui tu es.
Ok. Ouais, donc merci déjà. Je m'attendais un petit peu à cette réponse parce qu'en fait, c'est un peu ce qui se passe dans les rétrospectives. Moi, dans toutes les rétrospectives que j'ai faites, à chaque fois, je prévois des choses, je me dis, ouah, ça va être super et tout. Et au final, tu la déroules et puis tu t'aperçois qu'on va te sortir un truc. Et bah, qu'est-ce que tu fais? Soit tu commences à faire quelque chose et puis tu veux suivre ton plan, et auquel cas, tu n'as rien compris. Ouais, Soit tu t'adaptes et tu changes exactement. tout de suite. Et souvent, c'est Intelligence collective, c'est eux qui pilotent. C'est eux qui non. pilotent, donc lâcher prise et les laisser faire. Ouais, c'est ça. Et ouais, encore un autre point. En fait, j'ai beaucoup aimé le parallèle que tu as fait avec les enfants, parce que moi, j'ai une fille de 7 ans et moi, je m'amuse comme un fou, en fait. Enfin, bref, je fais plein de choses avec les horloges pédagogiques. Mhm. Voilà, elle a 7 ans, donc je lui apprends à lire l'heure en mettant tout ça. Et bref, donc ça, c'est un aparté. Et c'est pour dire aussi que moi, là, je suis. Donc, on vit une transformation et avec des managers qui sont en dessous enfin, qui font partie du COMEX. J'essaie de les bouger. En fait, le diagnostic que j'ai posé, c'est qu'ils sont plus dans le how que du why. Et donc là, je dis que clairement, c'est pas possible, quoi. J'essaye de les repositionner, mais ils veulent pas. Donc, Et là, je rebondis sur ta phrase, j'essaye de les repositionner et ils veulent pas. Mais c'est normal, puis c'est toi qui essayes de. Mais donc, comment tu pourrais oui, faire? Mhm. leur poser des questions, quoi. Ils veulent pas. Donc, ils veulent pas. Donc, en fait, truc et astuce, moi, en général, j'attaque avec qu'est-ce que tu as envie d'être ou de faire et comment tu pourrais y aller. Et c'est lui qui va te dire. Et question que j'ai posée, on m'a dit il faut avancer. Ah, vas-y, Loïs. Il Ouais, faut... proposition dans des dead ends comme ça, enfin, des voies sans issue. J'ai essayé de trouver d'autres sources d'inspiration qui venaient d'autres, donc des talks, des petites vidéos, de les inscrire, de leur proposer soit des bouquins, soit aussi des échanges comme ce soir. Ouais. Et puis, en essayant de raffiner pourquoi tu n'y es pas mis comme ça, puisque je sentais que moi, j'étais plus la source d'inspiration. Où il y a le manuel du saboteur aussi par l'humour. Par l'humour, tu les comprends. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre pour saboter le plan? Allez, vas-y, réfléchis. Bon, maintenant, tu te situes par rapport à maintenant. Est-ce que tu vois des analogies par rapport à ce que tu mets en œuvre maintenant? Et qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour y arriver? Si tu vois vraiment qu'ils ne veulent rien lâcher, tu peux les provoquer. Nous, on avait fait, chez un gros compte, on avait fait une rétrospective où on a présenté les sabotages, c'est-à-dire les résistants. Qu'est-ce qu'ils mettaient en œuvre pendant la Deuxième Guerre, justement, pour saboter les Allemands? Ils avaient trouvé un truc génial, c'est qu'ils créent plein de processus méga lourds pour ralentir les prises de décision. Et ensuite, on a ouvert la question en disant, est-ce que vous voyez une relation de sabotage entre les processus qu'on a actuellement et ce qu'on vient, la petite vidéo, le petit pitch qu'on vient de vous présenter? Puis tu plantes une graine, tu poses une question et tu les laisses. Finalement, ça En revient fait, c'est une sur... banque de. Oui, j'y ai pensé parce que tu as présenté comme exemple, Alice, ça revient à la technique du miroir aussi. Oui, c'est ça. Tu renvoies ta réalité, tu leur renvoies leur réalité. En fait, ils ont des angles morts, ils ne s'en rendent pas compte. Ils partent du principe que c'est l'équipe qui ne fait pas le job. Et en renvoyant leur propre réalité, peut-être qu'ils vont découvrir qu'ils ont la main sur certains processus et que c'est eux-mêmes qui s'auto-sabotent, quoi. Je voulais, parce qu'il nous reste à peu près on va dire 3 minutes. Donc, je veux remercier énormément Salim et Loïse, mais je voulais juste vérifier s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question brûlante avant de continuer cette discussion, parce qu'on peut bien sûr finir sur ce rebondissement. C'est comme on crée un petit noyau d'intelligence collective de réponses. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Steve. Oui, alors il y a Steve qui pose une question. Steve, est-ce que tu veux la poser en direct ou je la pose, je la lis? Donc la question de Steve est: quel est ton prochain apprentissage, Alice?
Alors, comme je vous le disais, j'ai du mal à me stabiliser, moi, à titre perso, il faut que j'accueille en fait la stabilité. Je suis inscrite dans le parcours des narratifs, des approches narratives pour la session de septembre. J'aimerais bien aller creuser PNL, analyse transactionnelle, j'aimerais bien devenir professional Scrum Trainer, j'aimerais bien, tu vois, il y a un truc à travailler au niveau de l'ego. J'ai une bibliothèque, de 250 livres que j'ai à lire, où je les ai tous commencés, rien terminé. Tu vois, c'est mon côté waouh, j'ai plein de trucs à faire. J'ai aussi un truc à faire aussi vis-à-vis de ma vie perso, développement de mes enfants, gestion des émotions avec les enfants, parce que j'ai des enfants, dont un qui est particulièrement riche en émotions, qui me renvoie mon propre miroir. Donc, ma propre gestion de mes propres émotions, et quand je me les prends en miroir avec mon patrimoine génétique, voilà, j'ai un truc à faire. Donc, voilà, j'ai un backlog d'app. Ouais, c'est ça, exactement. Stop starting, start finishing. J'essaye de mettre un oui par an, mais il faut que je vive jusqu'à 250 ans si je vais arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Merci beaucoup Alice, c'était vraiment très, 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 très inspirant. Merci pour ce moment délicieux. Et donc, 19h, nous allons arrêter ici. Je vous invite, il y a d'autres entretiens. Il y a jeudi un anglais avec Steve Euler qui met en place plein de choses vis-à-vis de le leadership dans l'open space. Ça sera en anglais. Et à vendredi, si vous allez sur le Meetup, vous allez voir tous les entretiens. Il y aura un avec Leila Benachour qui est ce soir avec nous. Donc, je profite pour faire un coucou à Leila. Nous arrêtons ici. Merci à tous. Moi, c'est Oana Junku, à votre service, votre Agile Leadership DJ. Et puis, merci beaucoup, Alice, d'avoir passé cette heure au coin de feu avec nous. Merci, Oana. Un dernier mot que tu voudrais dire avant Keep working, puisque tu es DJ. Merci. Merci. Bonne soirée et bon appétit. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde.